Bonjour à tous, bienvenue dans cette 50e vidéo de mon challenge crypto, la moitié, enfin, ça c'est cool. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Clay, et on est parti. Donc du coup Clay, déjà c'est le token de la blockchain Clay TN, qui se vend un peu comme une blockchain publique et privée. Et surtout le point qui est important en fait, c'est que c'est la base structurante pour un peu tout ce qui est Web3 en Corée du Sud. On verra après pourquoi. C'est en 70e position. Capitalisation 472 millions de dollars au moment où j'enregistre la vidéo. Volume en 24 heures 14 millions. On a l'habitude, c'est plutôt bas. Et le token à 0,15 dollars. Donc pour un token, bien évidemment. Donc c'est une blockchain de layer 1. Donc on peut construire dessus. Et elle n'est pas dépendante d'autres blockchains, même si c'est globalement une copie d'Ethereum avec d'autres fonctionnalités, avec certains développements. L'idée initiale, c'est de combiner en fait des fonctionnalités de blockchain publique et privée. C'est en tout cas ce qui nous est dit sur le site. En fait, c'est même plutôt d'avoir une blockchain de base pour l'énorme groupe qui est Kakao en Corée du Sud. Donc vraiment Kakao, c'est gigantesque. Ils ont presque tout, hein. Ils ont des applications qui représentent un petit peu Facebook, Amazon, Google en Occident. Ils ont des banques, ils ont des chaînes de vélo. Ils sont énormes et donc ils se sont mis dans le Web3 via GroundX, qui initialement vient du Japon, et qui ont construit la blockchain ClayTN avec le token Clay. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est backé par l'énorme entité de Corée du Sud, et que du coup, ils visent autant les entreprises que que le public privé via cette blockchain-là. Et il faut comprendre que de par en fait la position du groupe Kakao, la blockchain Clay va être l'acteur principal en Corée du Sud. En fait, c'est déjà l'acteur principal en Corée du Sud en matière de Web3. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a un conseil de gouvernance. Je vous dis c'est intéressant, pas au sens de c'est positif, mais au sens de c'est quelque chose qu'on voit assez rarement. On l'avait vu un petit peu dans une certaine blockchain, je crois que c'était Hedera qui était backé par beaucoup d'entreprises. Bah là, c'est un peu pareil. La gouvernance se fait non pas on-chain comme sur beaucoup de blockchains en proof of stake, mais en passant par un conseil qui est composé d'à peu près une trentaine d'entreprises, avec des gros noms, hein, notamment LG, Binance, Huobi, MakerDAO, dont on n'a pas encore parlé, mais qui est une grosse DAO. Bref, vous avez des gros groupes derrière qui vont aller gérer globalement la gouvernance de l'entreprise, en sachant qu'il y a un chairman, donc c'est-à-dire un décideur final, quelqu'un qui prendra les décisions. Point intéressant, ils ont levé 300 millions de dollars lors de l'ICO, c'était en 2019, et c'est principalement en Asie qu'ils ont levé ces montants-là. Au niveau de la technologie, donc on est sur un copier d'Ethereum initialement, donc actuellement sur du Proof of Stake. Donc je rappelle rapidement, c'est une validation des blocs par preuve de possession des tokens. Donc c'est-à-dire qu'on a des utilisateurs qui gardent des tokens pour faire fonctionner la blockchain et ils sont rémunérés pour ce service, en résumé très rapidement. Ils ont ajouté à ça une petite subtilité qu'ils appellent le proof of contribution. Et l'idée c'est qu'en fait les récompenses sont un peu plus égalitaires, en tout cas selon une certaine définition, et se font en fonction d'une certaine participation sur la blockchain. Donc c'est un espèce de proof of stake un peu amélioré en fonction du rôle qu'on joue sur la blockchain. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir leur site, leur white paper, ils expliquent ça un peu plus en détail, mais faut vraiment que ça vous intéresse, quoi. Le point qui est important, c'est qu'on est sur un proof of stake lié à la notion de permission. Et donc, comme vous l'avez compris, il n'y a pas beaucoup de membres dans le conseil de gouvernance, et c'est un peu pareil pour les validateurs. Donc, on va être sur quelque chose de globalement centralisé, même si on peut lire à droite à gauche que ça se veut être une blockchain peu centralisée, plutôt décentralisée. La réalité, c'est qu'en fait, ceux qui tiennent la blockchain, c'est bien le conseil, et donc en fait, c'est plutôt centralisé. Donc, gardez ça en tête. ClaimTN, c'est plutôt centralisé, c'est un peu une blockchain d'entreprise. Ils se disent pouvoir faire 4000 transactions par seconde. Alors, en creusant un peu, il s'avère que effectivement, c'est une performance qui est atteignable, mais pour les transactions, pour par exemple l'échange entre smart contracts, c'est un peu différent.
on va être en fait limité par la technologie actuelle d'Ethereum, et donc on doit être autour des 20 transactions par seconde, ce qui est quand même sensiblement moins. À titre personnel, je n'ai pas essayé la blockchain, donc je ne peux pas aller vous confirmer moi-même ces informations, mais c'est à ça qu'il faut s'attendre au vu de comment c'est construit. Donc ça, c'est quand même un point qui n'est pas négligeable. Sinon, sur la partie tokenomique, on a une supply totale de presque 11 milliards, 10,9 milliards de tokens Clay, sont émis actuellement 30%, gardez bien ça en tête parce que c'est quand même pas beaucoup, ça veut dire qu'il y a 70% des tokens à émettre, ils s'avancent qu'ils produisent approximativement 3% par an, donc il y en a pour un paquet d'années avant d'avoir une émission totale, mais ça veut dire que quand même au fil du temps, si on a du token et qu'il n'y a pas trop de mouvement, pas trop de volatilité, on va se faire diluer petit à petit. Donc c'est quand même pas une grosse incitation à avoir du token Clay. Il faut s'attendre à ce que sa capitalisation chute un peu, je pense, au fil du temps. En tout cas, jusqu'à ce qu'on retrouve sur un prochain bull run. Parce que voilà, on émet du token régulièrement, donc oui, il y a une dilution si on n'a pas de gros acheteurs en face. Au niveau de la répartition initiale, les investisseurs avaient reçu 36% des tokens, la fondation et le projet 64%, donc vous voyez, on est quand même sur un truc, là encore, qui va vers la centralisation. La fondation, le projet qui ont 2 tiers des tokens initiaux, ça fait quand même beaucoup. À noter d'ailleurs que le conseil de gouvernance va recevoir des tokens lors de la répartition dont on a parlé tout à l'heure. Ils ont une répartition un peu particulière. Lorsque du token est créé, eh bien, 54% va au proof of contribution dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, on a quand même la moitié des tokens qui retournent plus ou moins aux entités qui gèrent le token, c'est-à-dire 34% pour le conseil de gouvernance et 12% en réserve. Donc on est vraiment sur un truc qui, il me semble, est plutôt centralisé. Sinon, le token sert pour le moment à tout ce qui est transaction sur la blockchain, frais de transaction, et on peut faire du stacking avec, bien évidemment, et être rémunéré pour le proof of stake. Attendez-vous à ce que ce soit une rémunération qui est déléguée, vu le type de fonctionnement qu'on a vu. Au niveau du coup des forces et des faiblesses, je pense que le fait que Kakao soit omniprésent partout en Corée est bon pour la blockchain Klein parce que ça va lui permettre en fait d'être adopté de façon plus ou moins automatique. C'est-à-dire que si tous les utilisateurs du réseau sont déjà sur les réseaux sociaux en fait, enfin si tous les utilisateurs de Corée sont sur des réseaux sociaux liés à Kakao, et c'est le cas pour approximativement 90% de la population, s'ils arrivent à faire des incentives, des incitations à aller sur la blockchain sans avoir besoin de tellement vendre le fait que c'est une blockchain, mais juste en montrant des fonctionnalités intéressantes, ils peuvent attirer une grosse partie de leur population dessus. Donc ça c'est un point fort pour la blockchain, parce qu'ils peuvent avoir très vite un gros public. A priori, ils ont eu des soucis avec la régulation, et donc je crois qu'ils se sont plutôt bien alignés avec les régulateurs coréens, japonais et US. À vérifier et à voir dans le temps, parce que c'est quand même des choses qui évoluent, mais il me semble qu'ils avaient fait du coup quelque chose d'assez cohérent de ce côté-là, ce qui est quand même un bon point. Et d'ailleurs, bien appuyer cet argument, que la Corée du Sud avait vu avec la blockchain Clayton pour développer la monnaie de banque centrale numérique de Corée du coup. Donc effectivement, ça semble cohérent avec l'information que je viens de vous donner avant. Globalement, il va avoir le rôle de socle, Clay, pour les initiatives Web3 en Corée, donc un peu la porte d'entrée pour le Web3. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, hein. Peut-être qu'il y aura des concurrents, mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que ça s'oriente. Ils ont en plus développé là de nouvelles fonctionnalités, ils se brandent un petit peu en mode métaverse, jeu, etc., etc., pour attirer du monde. Donc, si à moyen terme, on risque d'avoir encore des baisses de prix, potentiellement, une fois qu'on sera reparti en bull run, c'est un token qui peut bien marcher, à mon avis en tout cas. Donc ils ont déjà un certain nombre de fonctionnalités, hein. Le stacking, ils ont leur propre wallet, ils ont une appli qui permet d'utiliser la blockchain sur le téléphone, de faire des transactions comme ça de façon rapide. Et je pense qu'ils vont continuer à implémenter et à associer ça aux autres fonctionnalités que le groupe Kakao maîtrise déjà, notamment via les réseaux sociaux, mais aussi sûrement on peut penser à d'autres choses, hein, peut-être par exemple par le système de transport, hein, transport en vélo. C'est une idée qui me vient comme ça, mais je pense qu'ils peuvent faire un certain nombre de choses, peut-être un peu de supply chain à voir. Mais les possibilités sont énormes vu qu'on est sur une méga corporation en fait. Par contre, après, la grosse problématique de ça, c'est bien évidemment la centralisation. Quand on est sur ce genre de blockchain avec ce genre d'acteurs aussi omniprésents, on a une tendance au contrôle. C'est comme ça.
Donc il faut en avoir conscience, il faut voir si on a envie de participer à ce type de choses, hein. C'est quand même quelque chose à prendre en compte, au moins le savoir. Autre point, ils sont centrés sur la Corée et ça va certainement marcher en Corée au fil du temps. Par contre, j'ai moins l'impression qu'ils ont envie de s'orienter sur un développement international. Donc à voir, mais il est possible qu'au bout d'un moment, ça coince un peu. Mais bon, ils sont peut-être capables de se développer. Cela dit, c'est quelque chose sur lequel je suis très incertain. Parce que, en fait, je veux bien que vous me parliez, si vous avez une idée, en commentaire, hein, de groupes coréens costauds qu'on voit bien fonctionner à l'international. À titre personnel, j'en connais pas beaucoup, et je suis pas non plus spécialiste de ce pays-là. Ça donnerait des idées pour voir un petit peu ce que Klein pourrait faire à plus long terme, une fois que le marché coréen aura été pour l'essentiel conquis. Donc tout ça est bien évidemment de la spéculation, mais ça permet de donner des idées. Donc globalement, voilà ce que je voulais dire sur le fondamental de Clay. On va aller voir graphiquement à quoi ça ressemble. Donc ce qu'on peut voir, le token a été mis là en 2020. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu un bel ATH, c'était dans la première partie de 2021, ouais c'est ça, c'était en avril, où il est monté vraiment très très haut, il est monté jusqu'à 8 dollars. Hein. Pour rappel, le token vaut 0,14 à l'heure actuelle, donc c'est une très belle hausse. Cependant, depuis, on est en tendance baissière. Hein. On n'a fait que baisser avec des plus hauts de plus en plus bas. Il n'y a vraiment pas de, il y a vraiment pas de contre-tendance, on est sur ça, avec un gros plat ici, une rebaisse cet été, et là un re-gros plat. Alors, je dis un re-gros plat, c'est pas complètement nul, hein. Je veux dire, si vous regardez le range que j'ai tracé là, qui donc a commencé, on est entré dedans là à l'été, en juin, on a bien baissé, et donc on a perdu, on a perdu 50% de la valeur, et on a remonté, donc on a refait un x2 hein, quand il a touché le bas du range, et qu'il a remonté en haut du range, en 2 semaines, le token a fait plus 100% de valeur, d'accord? Pour rechuter complètement et reperdre 50% dans les 2 semaines qui ont suivi. Avec, vous voyez, ponctuellement là, 14 novembre, il a refait quasiment 100%. Là, euh, 12 décembre, il a refait, je pense, autour de 80%, pour redescendre. Donc, je vois pas d'arrêt de cette tendance baissière, je pense que ça va continuer à baisser, mais ponctuellement, c'est pas impossible que le token fasse une dinguerie complète et se fasse presque un x2. Vous voyez, c'est pas forcément idiot d'acheter sur le bas de range ici, là, autour de 13, et d'espérer revendre par là autour de 0,25. Vous voyez que c'est arrivé, bah là, dans les 2 derniers mois, c'est arrivé presque une fois toutes les 2 semaines, quoi. J'exagère un petit peu, hein, je grossis le trait, mais on n'en est pas très loin. Et dans les deux sens, à la hausse comme à la baisse. Donc c'est quand même un token qui est très très volatile, en tout cas qu'il l'a été dans les dernières semaines, dans les 2-3 derniers mois, il a été quand même très très volatile. Il y a peut-être des opportunités à prendre, pour le moment, moi à titre personnel, je m'y risquerai pas. J'attends de voir jusqu'où ça va descendre. Maintenant, si on regarde rapidement les indicateurs, le RSI, on voit qu'il était à 30, il est resté en dessous de 30, donc en survente, pendant une grosse partie de l'été, hein, pendant presque tout le mois de juillet. Ensuite, il est remonté, et là, on voit qu'il stabilise un petit peu autour de 35, donc on n'est pas encore en survente, et ça donne un argument en faveur encore de ce que j'ai dit, qui est qu'on peut attendre potentiellement, on peut aller plus bas. Au niveau des volumes en weekly toujours, donc là, on voit qu'il y a eu des gros achats en octobre. Évidemment, il y a eu la chute de FTX, là, on a survendu. Enfin, on a beaucoup vendu, on n'a pas survendu, en tout cas pas selon le RSI. On voit qu'on a des grosses valeurs de vente en termes de volume. Puis, en fait, un cours plus ou moins constant, bien que, notons-le, un peu supérieur en termes de volume à la période de l'été. Et on va regarder rapidement, pour conclure cette analyse, les moyennes mobiles. Donc, je préfère regarder en daily, vu qu'on va voir toutes les moyennes mobiles, en tout cas jusqu'à 200 jours. 200, ouais, donc 200 jours. La convergence est quand même pas mauvaise, hein. Donc 0,14, 0,39 aussi, ça fait quand même un x2 quasiment. Donc non, je considère que c'est encore assez élevé. La moyenne 200 jours est encore assez loin des valeurs actuelles et on pourrait attendre. Il faudrait qu'elle aille piquer plutôt vers là, vers les 25. Donc ça va pas être, ouais, ça va pas être tout de suite. Hein. Ça va potentiellement être dans 2-3 mois. Hein. Donc voilà, je dirais qu'on peut attendre. Il n'y a pas forcément d'urgence à acheter ce token-là, même s'il peut être intéressant. Il y aura une pression inflationniste pendant assez longtemps, mais elle est de l'ordre de 3% par an, donc ce ne sera pas non plus catastrophique. Et comme vous pouvez le voir, hein, comme on l'a dit plusieurs fois, ponctuellement le token fait des dingueries. Donc c'est pas forcément idiot de mettre un ordre d'achat dans cette zone et un ordre de vente dans celle-ci pour espérer se prendre 50%. C'est pas forcément idiot parce qu'il l'a déjà fait. Ça veut pas dire qu'il va le refaire. Hein. Vous voyez, là il y a des périodes assez longues où ça ne se produit pas. Parce que là on voit c'était le 15 novembre et là c'est le 17 décembre, donc il y a un mois d'écart entre les deux. Mais voilà, ça se fait.
Et là, on peut voir que dans la journée, le truc, il fait 70%, hein, presque. Hein. Donc c'est quand même pas négligeable. Ça peut arriver. Donc c'est quand même une des particularités de ce token-là. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire sur Clay. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine.